Dans les couloirs sombres de la Bastille, par une matinée glaciale de novembre 1703, s'éteignait le prisonnier le plus mystérieux de l'histoire de France. Pendant plus de 30 années, son identité était demeurée scellée par un masque qu'il ne put jamais retirer, gardant un secret si dangereux que Louis XIV avait ordonné les mesures les plus rigoureuses pour maintenir son emprisonnement dans le silence absolu. L'homme au masque de fer venait de mourir, emportant avec lui l'énigme la plus troublante de la royauté française. Mais qui était véritablement cet homme dont le visage ne fut jamais vu? Quel crime avait-il commis pour mériter un châtiment si particulier? Et pourquoi le roi Soleil lui-même tremblait-il à l'idée que cette identité soit révélée? L'histoire commence 34 années plus tôt, dans les montagnes alpines du Piémont. En cette journée brumeuse de juillet 1669, la forteresse de Pignerol reçoit son prisonnier le plus extraordinaire. Les sabots des chevaux résonnent sur les pavés humides, tandis qu'un convoi militaire s'approche des murailles imposantes. Au cœur de cette escorte, une silhouette encapuchonnée descend d'une voiture fermée, les mains entravées par des chaînes d'argent. Cet homme, que l'on appellera désormais Eustache d'Auger, vient d'être capturé près de Dunkerque sur ordre direct du ministre Louvois. Le gouverneur Bénigne d'Auvergne de Saint-Mars l'attend dans la cour d'honneur, tenant entre ses mains une lettre marquée du sceau royal. Les instructions sont formelles et terrifiantes dans leur précision. Ce prisonnier ne doit jamais communiquer avec âme qui vive, sous peine de mort immédiate. Plus troublant encore, il lui est interdit de montrer son visage à quiconque. Un masque de velours noir aux articulations métalliques lui sera imposé à vie. Tandis que les lourdes portes de fer se referment derrière Eustache d'Auger, Saint-Mars ne peut s'empêcher de frissonner. En 40 années de service dans les prisons royales, jamais il n'avait reçu d'ordre si draconien. Qui était donc cet homme pour que Sa Majesté ordonne de telles précautions? Le gouverneur observe la silhouette de son nouveau prisonnier disparaître dans l'escalier de pierre. L'écho de ses pas se perd dans les profondeurs de Pignerol, emportant avec lui le début d'un mystère qui hantera la France pendant des siècles. Dans sa cellule, aménagée avec un luxe inhabituel pour un prisonnier, tapisserie de soie, mobilier en ébène, vaisselle d'argent, Eustache d'Auger contemple par la fenêtre à barreaux les sommets enneigés des Alpes. Il sait que jamais plus il ne verra le soleil caresser son visage nu. Le masque qu'on vient de lui imposer pèse sur ses traits comme le poids de la malédiction royale. Mais quel secret porte-t-il donc pour justifier un tel châtiment? Avant de découvrir ce qui transforma cet homme en fantôme vivant, laissez dans les commentaires quel mot définit le mieux ce mystère pour vous? Terreur, pouvoir ou trahison? Et si cette histoire commence à vous captiver, laissez votre pouce en l'air. Pour comprendre l'ampleur de ce mystère, il faut remonter aux origines d'Eustache d'Auger de Cavoye. Né le 30 août 1637 dans une famille de petite noblesse normande, il grandit loin de l'éclat de Versailles. Son père, François de Cavoye, capitaine-lieutenant de la Compagnie des Mousquetaires du Roi, lui transmet l'art des armes et l'honneur militaire. Mais le jeune Eustache cache derrière ses manières raffinées une âme tourmentée par des appétits dangereux. À 22 ans, sa vie bascule dans le scandale. En cette nuit du 15 juin 1659, dans les salons dorés du château de Roissy, se déroule ce que les chroniqueurs appelleront l'orgie de Roissy. Roger de Bussy-Rabutin, comte et cousin de Madame de Sévigné, organise une fête qui dégénère en débauche effroyable. Au cœur de cette mascarade impie, Eustache d'Auger et ses complices se livrent à une parodie sacrilège de la messe, souillant les objets sacrés et blasphémant contre Dieu. Mais le scandale dépasse la simple impiété. Cette nuit maudite révèle un réseau de corruption qui s'étend jusqu'aux plus hautes sphères de l'État. Des documents compromettants circulent, révélant des détails sur la correspondance secrète entre certains nobles et les puissances étrangères. Eustache d'Auger, dans son ivresse, a-t-il surpris des conversations qui pouvaient ébranler le trône? A-t-il été témoin de tractations qui mettaient en péril la sécurité du royaume? L'enquête menée en secret par les agents de Mazarin révèle l'étendue du complot. Plusieurs participants à cette orgie entretiennent des relations suspectes avec l'Espagne de Philippe IV, ennemi juré de la France. Des lettres codées évoquent des plans pour affaiblir la monarchie française en semant le trouble dans l'entourage du jeune Louis XIV, alors âgé de 21 ans.
Eustache d'Auger, témoin involontaire de ces trahisons, devient soudainement l'homme le plus dangereux de France. Le cardinal Mazarin, Premier ministre tout-puissant, ordonne l'arrestation immédiate des conjurés. Mais Eustache d'Auger parvient à s'enfuir vers les Flandres, espérant gagner les Pays-Bas espagnols. Pendant 10 années, il mène une existence d'errant, changeant d'identité, survivant grâce à des complicités mystérieuses. Certains murmurent qu'il détient des documents capables de compromettre la légitimité même de Louis XIV. D'autres prétendent qu'il connaît l'identité du véritable père du roi Soleil. En juillet 1669, les espions de Louvois le retrouvent enfin près de Dunkerque. Il tente une dernière fois de négocier sa liberté contre ses secrets, mais il a sous-estimé la détermination royale. L'ordre d'arrestation porte la signature de Louis XIV lui-même, qu'on s'empare de ce misérable et qu'on l'enferme pour l'éternité. Son visage ne doit plus jamais être vu, car il porte les traces d'une vérité qui détruirait notre royaume. Ainsi commence le calvaire d'Eustache d'Auger, transformé pour toujours en l'homme au masque de fer. Durant 11 longues années, la forteresse de Pignerol résonne du pas solitaire de Saint-Mars, arpentant les couloirs pour surveiller son prisonnier extraordinaire. Eustache d'Auger vit dans un isolement total, servi uniquement par le gouverneur en personne. Aucun domestique, aucun gardien n'est autorisé à l'approcher. Cette solitude pesante transforme peu à peu l'ancien libertin en ombre de lui-même. Mais en 1681, les nécessités politiques contraignent Louis XIV à repenser l'emprisonnement de son secret vivant. La guerre de la Ligue d'Augsbourg approche, et Pignerol risque de tomber aux mains des ennemis. Il faut transférer le prisonnier vers un lieu plus sûr. Saint-Mars reçoit l'ordre de conduire Eustache d'Auger vers le fort royal, sur l'île Sainte-Marguerite, au large de Cannes. Le voyage se déroule dans le plus grand secret. Une litière fermée, escortée par 20 mousquetaires en armes, traverse la France du nord au sud. Les étapes sont préparées avec un soin méticuleux. Auberges réquisitionnées, routes déviées, populations tenues à l'écart. Pendant ces longues journées de voyage, Eustache d'Auger contemple à travers les rideaux de sa prison mobile les paysages de cette France qu'il ne foulera plus jamais librement. L'arrivée à Sainte-Marguerite marque une nouvelle étape dans son martyre. Le fort royal, construit sur ordre de Richelieu, dresse ses murailles austères face à la Méditerranée. Ici, au rythme des vagues et des cris des mouettes, s'écoulent 11 nouvelles années d'isolement. Saint-Mars, promu gouverneur de l'île, continue de veiller personnellement sur son prisonnier. Les ordres royaux demeurent inchangés, silence absolu, masque perpétuel, mort immédiate en cas de tentative de communication. Pourtant, malgré ces précautions draconiennes, des rumeurs commencent à filtrer. Les pêcheurs de la côte parlent d'un prisonnier mystérieux qui se promène parfois sur les remparts, toujours masqué, toujours silencieux. Certains prétendent avoir aperçu sa silhouette méditant face au coucher de soleil, comme s'il cherchait dans l'horizon la liberté qu'il ne retrouvera jamais. Les soins particuliers dont jouit Eustache d'Auger alimentent les spéculations les plus folles. Contrairement aux autres prisonniers du fort royal, il dispose d'appartements spacieux, de linge fin, de repas raffinés. Saint-Mars lui-même semble le traiter avec une déférence qui intrigue ses subordonnés. Cette attention particulière trahit-elle la nature exceptionnelle de son secret? Ou révèle-t-elle une identité si prestigieuse que même emprisonné, il mérite les égards dus à son rang? Les années passent, mais le mystère s'épaissit. En 1691, un incident vient troubler la monotonie de l'île. Un jeune officier nouvellement affecté au fort royal tente d'approcher le prisonnier masqué. Saint-Mars le fait immédiatement arrêter et transféré dans une prison continentale sans autre explication qu'un laconique. Il a vu ce qu'il ne devait pas voir. Cet épisode renforce encore la légende naissante de l'homme au masque de fer. Qu'est-ce qui se cache derrière ce masque de velours noir? Quelle vérité si terrible justifie de telles précautions? À Versailles, dans les salons feutrés où se murmulent les secrets d'État, les courtisans échafaudent les hypothèses les plus audacieuses. Ce qui va se passer maintenant changera tout. Si vous voulez découvrir avec moi les secrets les mieux gardés de la royauté française, abonnez-vous à la chaîne.
Dans les appartements dorés de Versailles, les théories sur l'identité du prisonnier masqué se multiplient comme les chandelles dans la galerie des glaces. Madame de Maintenon elle-même, épouse secrète de Louis XIV, frissonne quand on évoque ce mystère. « Il y a des vérités, confie-t-elle à Madame de Caylus, qui sont plus dangereuses que toutes les épées du royaume. » La première théorie qui enflamme les esprits concerne Nicolas Fouquet, l'ancien surintendant des finances. Arrêté en 1661 pour malversation, officiellement emprisonné à Pignerol, n'aurait-il pas été remplacé par un sosie? Le véritable Fouquet, détenteur de tous les secrets financiers de la couronne, aurait été transformé en fantôme masqué pour éviter que ces révélations ne compromettent l'État. Cette hypothèse séduit, car Fouquet connaissait les détails les plus intimes des dépenses royales, y compris les sommes fabuleuses consacrées aux maîtresses du roi et aux constructions de Versailles. Mais une autre théorie, plus troublante encore, circule dans les alcôves. Il s'agirait d'Ercole Antonio Mattioli, comte italien au service du duc de Mantoue. En 1678, ce diplomate ambitieux avait négocié secrètement avec Louis XIV la vente de la forteresse de Casale, position stratégique en Lombardie. Mais Mattioli commit l'erreur de révéler ses négociations à l'empereur d'Autriche, trahissant ainsi les intérêts français. Arrêté par ruse, il aurait été condamné à porter le masque pour expier sa duplicité. Cette explication satisfait la logique politique, mais ne justifie pas l'acharnement particulier du roi à maintenir le secret. Une troisième hypothèse, la plus scandaleuse, fait trembler jusqu'au fondement de la monarchie. Et si l'homme au masque de fer était en réalité un membre de la famille royale elle-même? Certains murmurent qu'il pourrait s'agir d'un frère jumeau de Louis XIV, né quelques heures après le futur roi et immédiatement dissimulé pour éviter les troubles de succession. Cette théorie expliquerait les soins extraordinaires prodigués aux prisonniers et la terreur qu'inspire au roi la révélation de son identité. Un jumeau royal vivant remettrait en question la légitimité divine de Louis XIV et pourrait déclencher une guerre civile. D'autres voix plus téméraires encore évoquent la possibilité que le prisonnier soit le véritable père de Louis XIV. Anne d'Autriche, reine de France, aurait eu une liaison secrète, et Louis XIII ne serait pas le père biologique du roi Soleil. Cette révélation détruirait non seulement la légitimité de la dynastie, mais aussi l'ordre divin sur lequel repose toute la monarchie française. L'homme qui détiendrait cette vérité devrait effectivement disparaître à jamais. Mais la théorie qui gagne le plus de crédit auprès des historiens modernes ramène à Eustache d'Auger lui-même. Cet homme aurait été témoin, lors de la fameuse orgie de Roissy, d'aveux compromettants sur la naissance de Louis XIV. Dans l'ivresse de cette nuit impie, des participants auraient révélé des détails sur les véritables circonstances de la conception du roi. Eustache d'Auger, témoin involontaire, serait devenu le dépositaire d'un secret d'État absolu. Cette hypothèse explique pourquoi Louis XIV, pourtant réputé clément, se montra si impitoyable envers ce prisonnier. Il ne s'agissait pas de punir un crime ordinaire, mais de préserver l'essence même de la royauté française. Eustache d'Auger ne détenait pas seulement des informations compromettantes. Il incarnait la remise en question de l'ordre divin et de la légitimité monarchique. Les documents secrets de l'époque, conservés dans les archives de la Bastille, révèlent l'obsession particulière de Louis XIV pour ce prisonnier. Le roi s'enquiert régulièrement de sa santé, ordonne qu'on lui prodigue les meilleurs soins, mais maintient inflexiblement les conditions de son emprisonnement. Cette attention contradictoire trahit l'importance capitale du secret détenu par l'homme au masque de fer. En 1698, Saint-Mars reçoit une nouvelle affectation qui va sceller le destin de son prisonnier extraordinaire. Il est nommé gouverneur de la Bastille, la forteresse symbole de l'autorité royale au cœur de Paris. Louis XIV, vieillissant et de plus en plus obsédé par son héritage, veut garder sous sa surveillance directe l'homme qui incarne le plus grand danger pour sa dynastie. Le transfert vers la Bastille s'organise dans le secret le plus absolu. Une voiture fermée, escortée par les mousquetaires de la garde royale, quitte l'île Sainte-Marguerite par une nuit sans lune de septembre 1698. À l'intérieur, Eustache d'Auger, désormais âgé de 61 ans, effectue son dernier voyage.
Le masque de velours noir, qui a dissimulé ses traits pendant 29 années, pèse sur son visage comme le poids de l'éternité. L'arrivée à la Bastille marque le début de la phase finale de cette tragédie. Dans la tour de la Berthaudière, une cellule particulière attend le prisonnier le plus mystérieux de France. Les murs épais de cette forteresse ont vu passer les plus grands secrets d'État, mais aucun ne rivalise avec celui que porte l'homme au masque de fer. Pendant 5 années encore, Eustache d'Augers vit dans l'ombre de la Bastille. Saint-Mars, fidèle jusqu'au bout, continue de le servir personnellement. Les registres de la prison mentionnent laconiquement « le prisonnier qui ne doit être nommé ». Cette discrétion administrative cache la présence de l'homme dont l'identité pourrait ébranler l'Europe entière. Au fil des mois, la santé du prisonnier décline. Les longues années d'isolement, le poids du masque perpétuel, la mélancolie de l'enfermement usent lentement sa constitution. Mais même mourant, il demeure fidèle au silence qui lui fut imposé. Aucune plainte, aucune récrimination ne franchit ses lèvres. Il emportera son secret dans la tombe, comme Louis XIV l'a ordonné 34 ans plus tôt. Les derniers jours d'Eustache d'Augers se déroulent dans le recueillement d'une cellule devenue sa dernière demeure. Saint-Mars, lui-même vieilli par les décennies de surveillance, veille son prisonnier avec une attention mélancolique. Ces 2 hommes, geôliers et captifs, ont partagé une existence extraordinaire, liée par un secret qui les dépasse tous les deux. Le 19 novembre 1703, vers 6 heures du matin, l'homme au masque de fer rend son dernier souffle. Saint-Mars, seul témoin de cette mort historique, contemple le visage enfin découvert de celui qu'il a gardé pendant tant d'années. Mais ce visage, libéré du masque pour l'éternité, ne révélera jamais ses secrets. Les traits apaisés d'Eustache d'Augers emportent avec eux la vérité la plus jalousement gardée de la monarchie française. Immédiatement, les ordres royaux s'exécutent avec une précision implacable. Tous les effets personnels du défunt sont brûlés dans la cour de la Bastille. Vêtements, linge, meubles, jusqu'aux moindres objets qui ont pu être en contact avec lui. Les murs de sa cellule sont grattés et blanchis à la chaux, comme pour effacer jusqu'aux traces de sa présence. Aucun indice ne doit subsister de l'existence de cet homme extraordinaire. Le corps lui-même fait l'objet de précautions particulières. Enveloppé dans un linceul anonyme, il est inhumé le soir même au cimetière Saint-Paul, paroisse de la Bastille. Le registre de sépulture porte un nom d'emprunt, Marchioli. Même dans la mort, l'homme au masque de fer conserve son anonymat. Sa tombe, marquée d'une simple croix de bois, se confond avec celle des indigents et des inconnus. Saint-Mars, désormais seul dépositaire du secret, survit quelques années encore à son prisonnier. Mais jamais, jusqu'à sa propre mort en 1708, il ne révèle l'identité véritable de l'homme qui l'a gardé. Les instructions de Louis XIV sont respectées jusqu'au bout. Le mystère doit demeurer entier. Pourtant, la disparition physique de l'homme au masque de fer ne fait qu'amplifier sa légende. Dans les salons parisiens, dans les cours européennes, les spéculations reprennent de plus belle. Qui était cet homme dont la mort même fut entourée de tant de mystères? Quel secret emporta-t-il dans sa tombe anonyme? Voltaire, quelques décennies plus tard, contribue à immortaliser la légende en affirmant que le masque était en fer et que le prisonnier était un personnage au-dessus de son état. Cette affirmation, bien que partiellement inexacte, le masque était en velours noir, alimente l'imagination populaire et transforme l'homme au masque de fer en mythe littéraire. Les recherches historiques modernes, menées sur les archives de la Bastille et les correspondances de l'époque, convergent vers l'identification d'Eustache d'Augers de Cavois. Les preuves s'accumulent, les dates concordent, le profil correspond, les motivations politiques s'éclairent. Cet homme aurait été témoin, lors de l'orgie de Roissy de 1659, de révélations concernant la naissance de Louis XIV ou d'autres secrets d'État compromettants. Cette explication, la plus vraisemblable selon les historiens contemporains, révèle la nature véritable de ce mystère. Il ne s'agissait pas d'emprisonner un criminel ordinaire, mais de faire disparaître un témoin gênant, détenteur d'informations capables de remettre en question l'ordre établi. Louis XIV, roi absolu par la grâce de Dieu,
ne pouvait tolérer qu'existe un homme susceptible de ternir sa légitimité divine. L'histoire d'Eustache d'Auguerre illustre tragiquement les mécanismes impitoyables du pouvoir absolu. Pour préserver la raison d'État, la monarchie française n'hésita pas à sacrifier un homme, le transformant en fantôme vivant pendant plus de 3 décennies. Cette détermination révèle la fragilité cachée du système monarchique, perpétuellement menacé par les révélations compromettantes. Aujourd'hui encore, quand on se promène dans le cimetière Saint-Paul, devenu depuis square de la tour Saint-Jacques, rien ne subsiste de la tombe de l'homme au masque de fer. Les siècles ont effacé jusqu'à la trace de sa sépulture. Mais le mystère qui l'incarnait continue de fasciner les esprits, témoignage éternel des secrets les plus sombres de la royauté française. En contemplant l'emplacement où repose peut-être encore Eustache d'Auguerre, on mesure l'ironie tragique de son destin. Cet homme, condamné au silence et à l'anonymat, est devenu l'un des personnages les plus célèbres de l'histoire de France. Sa mort, soigneusement orchestrée pour l'effacer à jamais, lui a conféré une immortalité littéraire que n'ont atteinte ni Louis XIV ni ses ministres. Le masque de velours noir qui dissimulait ses traits s'est transformé en symbole universel du mystère et du pouvoir. À travers les siècles, l'homme au masque de fer continue d'incarner tous les secrets d'État, toutes les vérités inavouables, tous les sacrifices humains consentis pour préserver les apparences du pouvoir. Et vous, que pensez-vous de ce sacrifice d'un homme sur l'autel de la raison d'État? Partagez votre opinion dans les commentaires et abonnez-vous pour découvrir d'autres révélations historiques qui contribuent à maintenir vivante la mémoire de la France.